J'ai changé un tout petit peu le titre par rapport à ce qui était annoncé, mais ça revient à peu près au même. La norme et le commun des premiers enfants rencontrés à l'écriture des premiers textes de Deligny. Voilà. Alors, je commencerai par cette citation de Béatrice Anne Chiacchi. Deligny a vécu au milieu des enfants, de ces jeunes délinquants, d'une nuée d'imbéciles, au cœur de toutes ces formes déformées par les mots, par les noms codifiés de nos institutions qui cherchent à enrayer dans l'innommable de l'homme, le divers des humains, leurs multiples façons d'être, le scandale de leur rien. D'emblée, le langage se fait menaçant parce qu'il pose une normativité doublée d'une négativité. Ce que le normatif nous renvoie d'un commun ne convient pas, même s'il s'agit de penser un social réconciliateur, puisque dans la genèse inavouée de cette entreprise, on lira toujours la sortie par le normatif d'une anormalité. Comment entendre les personnages de Deligny autrement que dans un rapport négatif à la norme? Comment, avec eux, partager une humanité commune, si cette entreprise, aussi louable soit-elle, peut être emportée par la norme, par l'institué et même par un habitus petit bourgeois? Pourtant, Deligny ne cesse de parler d'une vie en commun avec ses enfants, de la création d'espaces communs. Plus encore, cet espace de vie en commun va jusqu'à différentes formes de proximité, comme tendraient à le montrer des liens entre l'identité des éducateurs et celle des enfants. Deligny tente d'approcher au plus près ces jeunes victimes, souvent d'une distance par rapport à une norme. Dans sa langue même d'écrivain éducateur, mais ces mots, connotations normatives, n'identifient pas de manière précise Deligny. Celui-ci est à la recherche d'une langue, d'une autre voix que celle qui porte traditionnellement, normalement, un discours de vérité. C'est donc à la recherche d'une relation non institutionnalisante que Deligny travaille au-delà de toute norme et à la recherche d'un commun nécessaire. Dans L'inactualité de Fernand Deligny, Sandra Alvarez de Toledo montre qu'il chercha, je cite, une langue sans sujet, une langue infinitive, débarrassée du ce, du soi, du moi, du il, une langue du corps et de l'agir, à la fois concrète et contournée, répétitive jusqu'à la ritournelle, qui cultive l'opacité par peur d'être comprise, mal comprise, prise. L'œuvre de Deligny est justement l'image d'un processus de déprise de soi et de l'un, dans le travail de l'écriture et dans la recherche indéfiniment remise sur le métier d'un commun d'espèces, pour faire pièce aux violences du sens de l'histoire. Comment, partant, entendre les rapports entre la norme et le commun dans l'entreprise même de Deligny, et plus précisément dans les premiers textes? Ce premier moment de l'œuvre consacré aux asiles ouvre la porte d'une double déviation éducative et littéraire. En effet, ces êtres que Deligny accompagnait deviennent des personnages, et l'écriture même, souvent littéraire, viendrait éclairer tout en l'illustrant l'appréhension d'une distance par rapport à la norme. Deligny appréhende les asiles comme lieu détournant du pouvoir, de l'identité et de l'agir, pour être au plus près de l'infinitif sans sujet et sans objet, de la trace, du chevêtre, et par conséquent pour appréhender un espace commun, ou le commun au sein d'un espace. Oui, je cite Anne Quérien, à laquelle je réponds pendant un petit moment de cette communication. Plutôt que de déplacement, de dérivation, de rhizome ou de prolifération de systèmes, il parle de détours, de repères, de chevêtres ou d'ornées. Ce vocabulaire est issu d'une expérience de l'espace vécue au travers des symptômes psychotiques. À Armentières, déjà, il tire parti de la topographie labyrinthique, des espaces à faible légitimité, des caves, des greniers, des trous. Quel que soit son projet, il commence toujours par élire un territoire qu'il veut ample, voire à perte de vue, les Cévennes, et complexe. L'asile, la grande cordée, la tentative des Cévennes sont des réseaux, des antidotes à la concentration des pouvoirs et des identités, une manière d'éviter de faire cible. Le détour est une alternative à la dérive romantique post-surréaliste, un parcours rallongé mais limité, qui conserve dans ses boucles la référence à un lieu. Par chevêtre, il faut entendre ces points de repère où le corps rencontre quelque chose ou quelque lieu déjà connu, plutôt que de se perdre dans l'infini d'une pensée trop large et de sensations trop intenses. Lornay qualifie la vision idéalisée, esthétique de cette appréhension d'espace. Nous en sommes ainsi arrivés à appréhender cette question dans l'espace asilaire des premiers textes de Deligny. Comment échapper aux formes d'intégration normative? Nous serions ainsi amenés à montrer comment les personnages de Deligny sont un index du problème même du commun, à quelles conditions, nous verrons ensuite, le commun peut être inventé, et comment par là se trouve repensée la notion même d'éducation. Enfin, nous nous demanderons jusqu'à quel point une relation littéraire et une pédagogie poétique
permettent d'échapper aux normatifs tout en inventant un commun. Alors, premièrement, les personnages de Deligny index du problème du commun, c'est là où je vais reprendre des propos d'Anne Quérien notamment, qui dit « Jean-Marie, Yves, la graine de crapule, les vagabonds efficaces, les enfants difficiles avec lesquels Fernand Deligny a vécu, ont été pour lui autant de poteaux indicateurs de l'étendue du problème du commun. Fabriquer le commun n'est pas un problème soluble dans le langage, dans l'obéissance à des mots d'ordre, dans l'imitation des chefs. Il y a des petits et des plus grands qui ne disent pas non, qui font autrement, tournent en rond, lisent la loi à l'envers ou parcourent le terrain dans leur propre chemin. En général, ils se font prendre et naguère et à nouveau enfermés. Le social, cela se fabrique à l'économie, dans la norme. Cela n'a rien de commun avec le commun, avec l'accueil de tout un chacun. Le social sépare le bon gré de l'ivraie. Le social trie, se mérite et fabrique des restes, de la racaille au sens étymologique du mot. Ces restes, pour Deligny, ce sont des trouvailles, l'apparition de l'autre, de ce qui compte dans une vie. Ces propos d'Anne Quérien ont le mérite de soulever le paradoxe inhérent à l'entreprise sociale, ouverte à l'autre, mais en même temps détournant de l'autre. Nous retrouvons à peu près la même problématique en ce qui concerne l'accueil des étrangers. Ce serait en structurant cet accueil que l'on se mettrait hors d'état de les accueillir dans leur étrangeté. Non seulement l'autre, dans sa spécificité, n'est pas appréhendé par le social, mais il ne peut pas non plus être appréhendé par un concept de commun qui ne serait pas critiqué. De fait, les personnages de Deligny deviendraient une clé méthodologique pour réinterroger le commun à l'œuvre dans la norme. À la fois, la norme, même dans sa dimension factuelle, renvoie au commun, mais il y aurait un commun que la norme ne prendrait pas en compte et dont les personnages de Deligny seraient des poteaux indicateurs. Il y aurait alors deux manières d'envisager le commun. La norme donnerait du commun une vision étriquée, schématique, réduite à ce qu'une institution juridique ou sociale peut attendre au nom même du commun. Par ailleurs, un autre commun, plus factuel, émanerait des faits, des actes, des relations des personnages de Deligny, comme si cela nous rappelait que le commun doit les comprendre. Le commun comme la norme ne peuvent être pensés de l'extérieur, mais de l'intérieur de ces personnages, qui sont à la fois origine, fondement, index d'une pensée du commun accueillante de l'autre. Cependant, comment construire du commun quand on est ses enfants dont parle Deligny? Plus encore, ces déplacements des personnes qui se sont engagées auprès de ces enfants gênent. La cartographie de leur évolution fait bouger en quelque sorte une cartographie traditionnelle de la norme. La construction d'un commun pourrait bien se faire ici, sans les assises d'une norme entendue de manière traditionnelle. Les chemins de ces enfants ne sont ni attendus ni prévisibles. Les limites ne sont pas posées aux mêmes endroits. Ces enfants deviendraient alors index d'un nouveau rapport à la norme, de nouvelles normes. C'est lui, l'enfant, explique Anne Quérien, le poteau indicateur de l'espace commun. Il n'y a donc pas dans ce rapport aux enfants d'objectif à poursuivre, mais une mise en œuvre à partir d'un être-là qu'on organise. Tout se passe alors comme si, dans ces conditions, la norme, le social et le commun devaient être désinstitutionnalisés pour être opératoires. Quelle dimension prend alors, pour Anne Quérien, ce commun, cet en deçà ou cet au-delà de la norme, qui donne la possibilité de construire un normatif plus éclairé, plus ouvert? Je cite, l'espace commun, dit-elle, est la trace de l'un dans l'autre, la condition de l'accueil de l'un par l'autre. Et ça, Deligny reprendra cette notion de condition que je reverrai plus tard. En d'autres termes, il s'agit de trouver les conditions d'une ouverture à l'autre telles que ces conditions-là ne la remettraient pas en cause. Le réseau d'aide n'est pas que les enfants, les délinquants ou les caractériels. C'est aussi un réseau d'aide pour les éducateurs et manifestement un réseau d'aide méthodologique pour substituer à une idéologie du social et à ses normes un sens nouveau du commun. Ce réseau d'aide pourrait alors apparaître comme la matrice matérielle d'une nouvelle normativité factuelle, constituée, et non plus imposée de l'extérieur et finalement partielle. Comment, dans ces conditions et ces circonstances, au sens littéral, inventer en commun? J'en viens au deuxième point, du social institué à l'invention d'un commun. L'idéologie du social et de l'institutionnel semble même perçue comme telle par les personnages de Deligny. Pour eux, l'institué n'est pas solennel, il est déchu. De fait, le rapport au passé ne convient pas, puisque pour reprendre les propos d'Anne Quérien, il est le lieu d'une partition refusée. Seule se manifeste la possibilité de ce que Deligny appelle la tentative. Pierre-François Moreau, dans Fernand Deligny et les idéologies de l'enfance, explique que la tentative apparaît, je cite, comme une lutte précise plutôt que comme l'illustration d'un schéma préétabli.
L'attitude de Deligny exclut la normativité d'une méthode. Il ne s'agit donc pas de méthode, je n'en ai jamais eu, dit-il. Il s'agit bien à un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture on ne peut plus concrète, d'une position à tenir. Il ne m'est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de 2 ou 3 ans. À chaque fois, elle était cernée, investie, et je m'en tirais comme je pouvais, sans armes et sans bagages, et toujours sans méthode. La méthode, comme appareillage extérieur, ne permet pas d'approcher ceux qui résistent à des grilles critériées, parce que justement, les critères d'une méthode n'ont jamais pris en compte ce que les personnages de Deligny ont d'instable, d'extérieur à l'institué. D'ailleurs, de tels critères pourraient trahir ces personnages par des expressions connotées. Une méthode n'est d'ailleurs pas faite pour prendre en compte les qualités positives de ces personnages mêmes. Quand Deligny montre qu'il doit changer de méthode parce que cette méthode ne tient pas, on peut alors se demander si nous ne serions pas dans cette étrange condition où la spécificité de l'autre, son irréductibilité, fait voler en éclats la normativité d'une méthode, même inspirée par cet autre, tout en inspirant une normativité du commun continuellement ouverte ou compréhensive. Les gestes coutumiers viennent alors établir une identité du lieu, où une action devient possible pour ceux qui se croyaient exclus de toute action normale. Cette catégorie du coutumier, de fait contenant une critique de la norme, éclaire la manière dont peut se construire une nouvelle manière d'envisager la norme. Le coutumier est fait des quelque chose et gestes, dit Anne Quérien, dans lesquels se reconnaît l'humain. La chasse, l'homme que nous sommes, comme l'appelle Deligny, est inhumain. Il rejette l'autre humain qui se présente à lui. Il n'est pas ouvert au tout de l'humain. Il est épuisé. La chasse éradique le coutumier, aménage le terrain, construit un espace hors sol génétiquement modifié, aux performances prévisibles et limitées, mais l'être humain le déborde de partout. On voit combien la norme interrogée va jusqu'à l'essence même de l'humain. Tout se passe comme si la normalité changeait ici de camp. L'homme que nous sommes est inhumain, et ce sont ces êtres de la marge qui nous donnent une clé pour appréhender l'autre humain, une essence de l'humain. Nous sommes anormaux, non par rapport à eux, mais par rapport à une norme de l'humain, par rapport à un commun que nous n'appréhendons pas. Les personnages de Deligny font remonter les problématiques d'un cran. Ils nous obligent à chercher l'humain. De fait, 2 rapports au commun sont en jeu. Je cite à nouveau Anne Quérien. Alors que Jean-Marie éprouve le monde en bordure, décentré dans un radeau commun à tout un groupe, l'homme que nous sommes se reflète au centre du réel. Il préfère le symbole qui unifie en excluant. Il s'éloigne de l'humain d'être, du commun de l'espèce, qu'il confond avec la seule figure qu'il connaît, qu'il répète, qu'il impose. Le commun d'espèce et non-objectivité, c'est le dehors, l'étrangeté. Or, les jugements de Lachaise identifient et fabriquent de l'exclusion. L'humain pourrait bien alors être irréductible à l'effort pédagogique. L'immuable du lieu, du réseau, des repères de temps, des pratiques, soutient la capacité d'accueillir les gens qui passent, de soutenir les libertés qui se cherchent. Chez Deligny, les enfants sont sans doute en amont d'une expérience pédagogique. Ils permettent à une expérience de s'inventer, loin des modèles idéologiques et normatifs. Et oui, je poursuis avec cette citation d'Anne Quérien encore. Deligny, c'est une pratique continue de l'écriture, du film, du projet au sens de problème. Jeter en avant les coordonnées de ce qu'on fait pour en déplier le sens, les sens, que déploie la diversité des enfants. Aucun n'est semblable et chacun doit trouver son chemin à partir de ce qui lui est offert et qui variera au cours des arrivées d'amis sur le radeau. La tentative de Deligny n'est pas une institution conforme à un modèle, elle est un rassemblement de personnes en recherche d'un projet fondé dans un commun rejet des institutions d'enfermement et des institutions hiérarchiques, mais aussi des traitements médicamenteux et de toutes les mesures qui consistent à faire du symptôme vital des enfants une erreur temporaire qu'on peut faire disparaître rapidement. L'attitude éducative est jugée par ses transfuges normalités, redoubler la violence initiale que reproduit la violence de l'enfant ou son étrangeté. Leur engagement est total pour participer aux côtés de Deligny sur sa recherche des moyens de vivre en présence proche avec les enfants. Le réseau invente au quotidien et Deligny parle, donne sens, fabrique les mots qui vont devenir les outils des autres. Comment, par conséquent, repenser une éducation tout en ayant pris la mesure d'un commun à construire? J'en viens à cet autre moment. Le rapport au commun ou des manières de repenser l'éducation.
De fait, le subalterne, l'exclu, le précaire, l'hétérogène, le minoritaire sont sans voix et invisibles. C'est en leur donnant une voix ou en les rendant visibles qu'une normalité sociale peut être critiquée, mais aussi qu'une éducation soucieuse de démocratisation peut être mise en place. Une nouvelle figure du sujet peut ainsi faire bouger les lignes d'un rapport au commun. Comme le montre Béatrice Anchiacchi dans son article « Fernand de Ligny, esquive, dérive et tentative d'éducation », dans le monde du on, la dérive d'un agir sans sujet, l'individu se risque selon des lignes, des parcours incertains et quelque chose se constitue comme un entre-lieu où des nous se dessinent. En d'autres termes, les sujets de Deligny inventent un commun, peut-être aussi parce qu'ils ont résisté à un commun institué. En fait, Deligny propose une nouvelle manière de penser le commun. Dans les cahiers de l'immuable, il en explicite la définition. Tout ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est, il y a un jeu de mots, comme un, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Tout ce qui peut avoir lieu hors de l'un et de l'autre. Le nous se dessine comme une relation qui n'est pas instituée par l'attente de l'un par rapport à l'autre. Ce commun se dessine par le jeu des déplacements des uns et des autres, des uns par rapport aux autres, à l'image d'un tracé cartographique. Je cite à nouveau les cahiers de l'immuable. Le corps commun dont les cartes font le tracé est précisément ce qu'il y a entre les uns et les autres, toute personne vacante. Cependant, une double cartographie s'impose. Il y a ce tracé qui va des uns aux autres. Il y a aussi ces traces qui impliquent une interaction avec le milieu, ce que la ligne d'air laisse sur les cartes. De ce dernier point de vue, les traces anonymes sont, je cite les cahiers d'immuable à nouveau, des sons, sens institué du non-sens primordial. La ligne d'air peut aussi être la ligne d'errance des enfants autistes, aux prises avec des manières d'être qui sont les nôtres. On perçoit ici à quel point le on, représentant de l'idéologie, du ce, des institutions, du pouvoir, en instituant le commun, construit un contresens, fondé sur la non-perception d'une mouvance aussi légère qu'elle puisse paraître. Comme dans le mime, la trace laisse de côté le quoi et le qui, alors même que le quoi et le qui peuvent renvoyer aux deux pôles d'une normativité institutionnelle. L'infinitif primordial renvoie à l'agir sans sujet, à l'humain, à l'être qui manifeste son existence par le fait de tracer, mimer, agir, repérer, à l'opposé du faire, qui suppose tout à la fois une intention, une finalité, un projet, un sujet. L'attention à l'agir aux dépens du faire est donc une reconnaissance de la divergence. Le vagabond est efficace, parce qu'il est index d'une divergence et d'un agir. Voilà pourquoi l'éducation chez Deligny détourne non seulement d'une normativité institutionnelle, mais d'une normativité construite en fonction d'un rapport au commun. Les méthodes comme la normativité à l'œuvre au sein de ces méthodes ne tiennent pas, parce que l'agir renvoie à la divergence. Tout se passe alors comme s'il fallait que le principe de la normativité fût la divergence, mais nous ne serions pas loin ici d'une contradiction dans les termes. Restent alors les cartes et les réseaux, quand la reconnaissance de l'autre ne peut qu'échouer parce que trop institutionnellement instauratrice d'une normativité. Je cite Deligny dans Traces d'être et bâtisses d'ombre. Si nous traçons des cartes, c'est pour qu'il y ait autre chose que l'autre, quand il s'avère que le prendre pour quelqu'un s'efface, ce qui lui permettrait d'exister pour peu que de son point de voir, nous ne soyons pas l'autre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce quelqu'un qu'il nous semble être. De fait, les cartes mettent au jour, je cite les cahiers de l'immuable, la nécessité toujours actuelle pour l'enfant mutique et pour chaque un de se repérer à des traces en réseau. Les lignes d'air d'errance des enfants autistes comportent pourtant comme des coïncidences géographiques, comme le commun non su d'une réalité non sue. Dans les cahiers de l'immuable, Fernand de Ligny montre que le chevêtre est la cause qui nous échappe de ce qui nous échappe. Le fait qu'il y a quelque chose de commun qui attire bon nombre de lignes d'air. Ces coïncidences entre le temps et l'espace, entre l'un et l'autre, la trace d'une relation, serait alors autant de figures du commun. Mais ces coïncidences ne peuvent accéder à un degré sérieux de normativité. En d'autres termes,
la normativité ne prendrait pas assez de précautions avec le concept du commun, trace observée, mais assez muette d'une relation entre les termes. Les enfants autistes pourraient alors apparaître comme l'index de notre précipitation intellectuelle. Resterait alors à prendre en compte les éléments bien muets de communication, muets du point de vue de la lecture d'une normativité, mais bien parlant comme divergence. S'obliger à l'ignorance pour mieux comprendre, telle serait la leçon d'une communication chez Deligny, entendue comme voix, s'effectuant par des trajets, des déplacements, des airs et des relations avec le quelqu'un, le quelque chose. Face à ces aventures de la relation, au-delà d'un normatif qui fausse les situations, que peut mettre en place l'éducateur? Probablement des circonstances, comme des conditions de communication. L'éducateur instituerait du commun, sans maîtriser les modalités selon lesquelles il advient. Il s'agit d'éduquer sans rééduquer, explique Béatrice Anchiaki, de proposer, je cite, de vivre, d'essayer de survivre, de suivre le geste de l'un pour aller vers les autres, d'y saisir l'occasion de nouvelles circonstances, de transformer l'ailleurs pour l'entrouvrir à l'autre et de nous repenser par le biais de ces lieux. Il s'agissait alors d'autre chose que d'une méthode, de tenter quelque chose qui demeure sans projet, sans finalité, d'esquiver le pouvoir et ses institutions, de dévier du langage et de l'ordre symbolique, d'échapper aux postures de ce qu'on pense d'eux, de soi, de ce qu'on s'en représente dans la morale de l'homme. L'éducation renverrait à une écoute comme naïve et en même temps vigilante, en ce qu'elle témoignerait d'une esquive par rapport aux figures du normatif, du pouvoir à la morale et de fait de l'idéologie. Parmi ces idéologies, il faut en premier lieu compter l'éducation, comme le rappelle Pierre-François Moreau, je cite, « Dans une situation où l'appareil idéologique dominant est l'appareil scolaire, tous les autres se situent par rapport à lui et par rapport à la représentation nécessaire qu'il diffuse de lui-même. C'est-à-dire que tous ces appareils ont pour référence l'idéologie de l'enfance, c'est-à-dire de l'éducation, une des formations dérivées de l'idéologie libérale du sujet. L'esquive est alors cette échappée hors du normatif, de tout ce à quoi renvoie le on, des sions, théismes. L'esquive se faufile entre le se, SE, et le se, CE, en lien avec une dérive sans sujet. L'éducation est alors amenée au n'importe quoi. Je cite Fernand Deligny, Le groupe et la demande. On ne peut pas vraiment parler de méthode, et cette position du n'importe quoi n'est certes pas une position pédagogique. Pourtant, elle découvre des horizons infinis. Le commun se construit alors sans sujet, sans objet, un lien avec des apparences, des circonstances et des fils. Je suis Béatrice Anchiaki. Tentative. 2 points. Essayer d'éduquer l'extérieur à l'agir, apprendre à être ensemble le commun d'un humain, devenir l'instrument de toutes les circonstances, créer, œuvrer, bâtir des fils d'ombre et nous jouer de l'autre, jouer à être autre, une pièce ou un film, dans un mime sans objet. De fait, les éducateurs, au plus loin de la norme, sont amenés au commun, je cite Béatrice Anchiaki toujours, qui n'ont rien d'autre à faire qu'à partager leur être. L'identité du commun renvoie à une relation, à une écriture spécifique. C'est ainsi que chez Deligny, entre l'objet de l'écriture et l'écriture même, des résonances s'élaborent nécessairement. Comment parler du commun sans le défigurer? La question de la norme et du commun renverrait chez Deligny à un problème d'écriture. D'ailleurs, pourrait-il y avoir une relation de ces expériences qui ne soit pas littéraire? Il faut peut-être examiner l'adjectif littéraire. J'en viens à mon dernier point. Les premiers textes de Deligny, ou comment le texte parle de la norme et du commun. Dans les premiers textes de Deligny, l'entreprise d'écriture inscrit dans son principe la déviation, la divergence. Très rapidement, on s'aperçoit que l'entreprise d'écriture est autant au service d'une expression que d'une pédagogie et qu'elle entretient un ensemble d'analogies avec la posture pédagogique de Deligny. Cependant, nous étudierons ce rapport entre cette entreprise d'écriture et un projet pédagogique sans surestimer la seule écriture à l'égard de laquelle Deligny a souvent pris ses distances. Cela dit, il fallait bien un projet d'écriture qui puisse répondre aux idéologies de l'enfance dont parle Pierre-François Moreau, doublé d'un projet éducatif qui remette en cause un projet idéologiquement éducatif, notamment à travers le schème éducatif du sujet déficient
qui envisage l'enfant sur le mode du pas encore, par le biais d'un processus pédagogique. Dès l'épigraphe de Pavillon 3, écrit en 1944, Deligny parle d'une activité dont les deux volets sont inséparables. Je cite cette phrase que vous connaissez bien. « À 20 ans, je pensais volontiers que j'étais né pour écrire. À 30 ans, je me suis retrouvé éducateur principal dans un institut médico-pédagogique, dépotoir régional où des centaines d'enfants anormaux, pour la plupart délinquants chevronnés, espéraient un retour à la vie normale. Quelques mois après les avoir quittés, j'ai eu envie de les décrire, comme on parle à sa femme des amis de collège ou du régiment. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. » Cette épigraphe, qui parle d'un espoir de normalité à partir de ce que le commun entend par anormalité, suppose d'ores et déjà une précision qui engage des modalités d'écriture, des modalités de fiction, littéraires, comme le montre peut-être dans une espèce de jeu de mots, nouvelle. Par ailleurs, une telle entreprise d'écriture remet en cause la normativité à l'œuvre dans le roman noir et populiste des années 30. Pour le moins, un certain rapport à la relation normale en vue de la vérité se trouve dépassé par une recherche du vrai. Dans Le Seau de grenouille, par exemple, la métaphore du copeau, de ces petits morceaux de vie qu'il n'est plus possible d'ajuster et qui tombent, rend compte d'une écriture qui veut se rapprocher des traces et des trajets. Ces petits morceaux se retrouvent dans le sous-titre de Graines de crapule en 1945, aphorisme. La modalité d'écriture visant, dans une densité et parfois une certaine résistance à une clarté commune, un principe de pensée, rend compte de ces réflexions qui ne seraient, comme le montre René Char, que des sommets immergés d'iceberg, l'iceberg de toute une expérience. Cependant, même peu commune, peu normale, l'écriture peut être considérée comme un échec. Dans un projet de préface intitulé « Graines de crapule » ou « Le charlatan de bonne volonté », autocritique d'un éducateur, Deligny avoue que « Graines de crapule » ne sert à rien ni à personne. C'était, dit-il, encore un coup de l'attribut, une façon de faire des bulles dans la lumière qui baigne les canaux et les champs et les plages pendant que l'homme, au fond, reste à sa peine. L'écriture pourrait bien être encore trop normative. Nous avons ici comme un regret de Deligny d'être dans la littérature. Mais en fait, le problème est plus subtil. Il ne faut pas, dit-il, quitter les autres. Il ne s'agit pas de quitter son ample et subtile tribu petite bourgeoise. Il faut être avec ceux qui travaillent à la convaincre qu'il est temps de changer de point de vue. Deligny montre in fine comme une résistance de l'écriture dont le lecteur doit trouver là encore les traces d'un paradoxe, au-delà des normes et dans l'ouverture à une divergence. Deligny invite en 1955 le lecteur de Graines de crapule de 1945 à traquer, je cite dans les phrases, qui sur le moment l'auront plu, l'adroit petit bourgeois d'éducateur, qui jonglant avec ses propres contradictions, les a élaborés en paradoxe, etc., charlatan de bonne volonté. En 1960, Deligny pense au sous-titre « Graines de crapule » ou « L'amateur de cerf-volant ». La métaphore du cerf-volant montre tout le paradoxe à l'œuvre dans une écriture. Il s'en faut, dit-il, d'on ne sait quoi pour qu'il tienne dans le vent et persiste à égayer d'un point de couleur vive le ciel le plus gris et pour qu'il s'abatte, et lui, au moins, ne fracasse que sa propre armature. L'entreprise d'écriture et de relation cultive donc la résistance, le non-dit, le paradoxe. Donc, dit-il, vers 1943, je me suis mis à faire un cerf-volant, deux cerfs-volants, les formules, formulettes, comptines, charades, aphorismes et paradoxes de Graines de crapule. Or, ces cerfs-volants élèvent l'éducateur, mais résistent aux normes instituées, jusqu'à laisser son auteur dans la divergence, voire dans l'impasse. Tout se passe comme s'il parlait de la manière la plus précise des graines de crapule, constituées à se transporter à certains égards au niveau de son objet, dans l'étrange paradoxe de celui qui y est, tout en n'y étant pas. Je cite Deligny, « Un cerf-volant, surtout s'il est de petite taille, est facile à maintenir. 136, c'est une autre affaire. Il vous entraîne pour peu qu'il prenne dans le vent, il vous soulèvera, on ne peut pas dire au-dessus de soi-même. Et pourtant, je me suis retrouvé éducateur réputé, déposé, par la force et la grâce de ces 136 petits cerfs-volants dans un congrès international par-ci, une commission par-là. Et j'avais beau tirer sur les cordes comme le font les plongeurs quand ils veulent remonter. Mes cerfs-volants m'ont bien laissé moisir, là d'où j'aurais bien voulu me tirer. » En fait, l'écriture porte un projet d'éducation, soulève son auteur, le porte, mais en fait, même l'écriture la plus poétique et la plus dense reste parfois bancale, au risque de devenir, je cite, faux mot, un faux mot, comme on dit, un faux mouvement. Les propos et leurs ficelles s'en mêlent. L'écriture entretient finalement avec la réalité un rapport paradoxal, à la fois autre monde
et en même temps expression d'un enthousiasme de Deligny chaque fois qu'un enfant l'aborde. C'est ainsi que le texte de Deligny se fait trace d'un commun, tout en dépassant autant que possible une normativité. Nous sommes toujours dans une perspective littéraire avec Les Vagabonds efficaces, dont le sous-titre est chronique. L'ouvrage renforce l'idée évoquée dans Graines de crapule, selon laquelle il y aurait une espèce de proximité en termes d'identité entre les éducateurs et les enfants inadaptés. Selon Sandra Alvarez de Toledo, les vagabonds efficaces sont, je cite, ces éducateurs qui n'en sont pas, personnages déplacés, parias d'une société fonctionnarisée, au même titre que les enfants inadaptés dont ils ont la charge. Vagabonds à la Rimbaud ou à la Jacques London, efficaces parce qu'attentifs aux circonstances, disponibles, riches en savoir-faire concret, efficaces parce que vagabonds. Le livre s'achève sur un éloge romantique de Pestalozzi, Van Gogh, Rimbaud, artistes éducateurs, éducateurs artistes, vagabonds grandioses, frères inquiets des jeunes délinquants. Le commun apparaît ici sous les traits d'une fraternité entre éducateurs et délinquants. Pourtant, il ne s'agit pas d'élever les enfants en les considérant comme des artistes. Un destin d'enfant, dit Deligny, n'est pas une œuvre d'art. C'est un appel à des circonstances nouvelles. Sandra Alvarez de Toledo remarque qu'avec le temps, Deligny a considéré l'art non plus comme une institution, mais, je cite, comme le modèle d'une activité expérimentale, sans finalité et sans objet, opposée au projet politique. Tout se passe alors comme si le pédagogue devait être poète, artiste. Je cite, un peu poète, un peu peintre, un peu fredonneur de belle musique, un peu comédien, montreur de soi-même et de marionnettes, honnête envers l'instant, suceur de certitudes et cracheur de questions, pellicule vivante à fleur de société, inadaptés incontestablement, inquiets de leur vagabondage et patients comme des rempailleurs de chaises, voilà les compagnons dont les enfants ont besoin. L'entreprise littéraire se poursuit encore avec le sous-titre Conte de ce quatrième ouvrage, Les enfants ont des oreilles, en 1949. Il s'agit pour Deligny de poser un conte bien spécifique, en lien avec une certaine poésie, comme celle de Ponge, explique Sandra Alvarez de Toledo. Je cite, « Les personnages des enfants ont des oreilles ne sont ni des humains magiques, ni des animaux pensants, mais des objets. Ils s'animent par saccades, les saccades sonores du bois, du chiffon, du vieux cuir, du fer et de la céramique dont ils sont faits, comme Francis Ponge, mais plus modestement et avec moins de sensualité. Deligny entre dans le monde des choses au rebut, fragiles, cassées, abandonnées, solitaires, des choses triviales, vernaculaires, bancs de bois, godasses, pavés, coques d'église, lanternes, baluchons. Leurs actions sont cocasses, aventureuses, exposées aux aléas du temps, le climat, le jour et la nuit, de la fatigue et de la topographie. Lieux et personnages n'ont pas de nom, ils sont ce qu'ils sont, sans histoire ni généalogie. Leur banalité les oppose en tout au merveilleux du conte de fées. En quelque sorte, Deligny propose des contes en révolte, des espèces d'anticontes, ce qu'on pourrait appeler des personnages objets de rebut, et même finalement, ce que j'appellerais une espèce d'anticonte objet. Ce que l'on peut entendre comme un avant-propos de Deligny, raconter une histoire, nous en dit long sur le rapport entre écriture et aide, pour ne pas parler d'éducation. L'écriture est alors comme le style, dont Léo Spitzer montrait parmi d'autres qu'il était déviation par rapport à une norme. C'est dans ces conditions que l'écriture peut parler de cet espace commun qui se construit parfois. L'écriture, l'histoire, participent alors de l'invention du commun, à condition de prendre une distance par rapport à une normativité qui peut aller jusqu'à l'art de raconter une histoire. Raconter une histoire est, selon Deligny, cet objet patiné, bourré de sens contradictoires. À ceux qui racontent des histoires pour boucher des trous dans l'emploi du temps, Deligny dit « Vos moindres gestes, vos moindres intentions ne sont qu'un reflet de ce pour ne pas qu'ils mentent, pour ne pas qu'ils cassent, pour ne pas qu'ils se salissent, qui vous obsède et justifie votre fonction dont vous tirez peu de consolation, car elle est piteusement rémunérée. L'histoire peut orienter les enfants, encore faut-il que les éducateurs prennent quelques précautions. Je cite, « L'envie d'histoire est la première manifestation de l'esprit d'aventure et d'enquête. À toi de lui apprendre à se satisfaire pleinement, de telle façon que par la suite, l'esprit d'aventure ne mène pas leurs auteurs au suicide social et l'enquête à la manie de l'accumulation de connaissances ou aux scrupules stériles. » Le rapport aux enfants, l'entrevision d'un commun partagé, apparaît alors dans le texte de Deligny. Il t'arrivera, je cite, de pouvoir contrôler la justesse de ton art. Une phrase, un événement frémiront d'un accord profond entre l'écoute active du groupe et ton invention, et d'avoir ressenti tes accords sera ta seule récompense. L'histoire dont parle Deligny rappelle les personnages auxquels elle s'adresse.
J'ai simplement voulu, dit-il, montrer comment les objets inertes choisis parmi les plus lourds, les plus immobiles, les plus délaissés, se prêtent à tous les symboles, se laissent nourrir de toutes les intentions et ont tout ce qu'il faut pour être de parfaits personnages. Loin d'un rapport à l'histoire et d'une restriction de l'imaginaire, raconter ce genre d'histoire est une manière de se reporter à un imaginé fécond. Le relais pris par l'imaginé n'est pas moment futile s'il est délassement, contre-effort, et s'il apporte un regain de familiarité universelle qui sera propice à l'action reprise. De fait, l'histoire est ce par quoi les enfants peuvent comprendre au-delà d'un institué qui ne convient pas. Une histoire imaginée, je cite, « ensemble fait ciment vivant et crée un état latent de collaboration affective, alors que des exposés trop directs sur l'amitié et la camaraderie risqueraient d'effaroucher les individualités, d'autant plus susceptibles qu'elles sont tendres et, comme on dit, égocentrées. Ce qui importe, c'est d'oser, d'abandonner en l'occurrence toute intention d'information, de formation, de pression prématurée ou lassante. Ce que l'adulte veut prétendre éprouver est suspect à l'enfant. Dans ce rapport à la littérature, à la fiction, à l'imaginé, entre l'intention et l'insu, germerait pour Deligny une réconciliation sociale. Mais tes intentions profondes, je cite, et les pulsions du groupe à l'écoute se feront entendre par les moindres événements du récit improvisé. J'avais pour ma part cru jongler pour le plaisir avec pavés, bancs de bois, taches blanches, vieilles godasses et petites lanternes. Au moment de remettre le manuscrit à l'imprimeur, je m'aperçois qu'aucune des histoires présentées n'échappe à ce qui est ma préoccupation dominante, la réconciliation sociale d'enfants provisoirement exclus à mon insu. L'insu, voilà la source vive des vraies histoires. Au plus loin de la norme et au plus près du commun, l'insu pourrait bien finalement éclairer chez Deligny l'art d'éduquer. Pour inventer le commun, reste alors, pour l'éducateur, à se faire créateur de circonstances, dans une espèce d'attrait poétique du hasard, en deçà ou au-delà de toute démarche rationnelle. Quelques mots pour conclure. C'est ainsi qu'au-delà de la normativité à l'œuvre dans les idéologies de l'enfance, un rapport au commun peut s'inventer, au-delà d'un commun caractéristique de la norme, se profile dans l'écriture et l'ambition de Deligny une attention portée au trajet, aux traces, à tout ce qui se situe dans l'entre-deux des poteaux idéologiques, aux brèches, aux failles, et dans un troisième niveau, aux circonstances et au hasard. L'éducation et la pédagogie peuvent-elles subsister dans une telle pensée? Aider quelqu'un à évoluer reste l'ambition. Mais celle-ci pourrait bien devoir être tacite pour être efficace. Il y aurait pourtant dans cette invention des communs la perspective d'une normativité nouvelle. La collectivité aurait ses trajets, ses traces, s'éveillerait à ce commun d'humain. Mais il ne faudrait peut-être pas le dire, seulement en parler et raconter des histoires. Je vous remercie.